Bonjour Ludovic, Salut chef. tu vas bien? Super, super. Et toi? Ça va, super, comme d'hab. Mhm. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau cycle d'investigation de l'Académie Grifasi. Alors déjà je me présente un peu, moi je suis Shafik, praticien en hypnose ericksonienne et maintenant opérateur de l'Académie, enfin premier degré de l'Académie Grifasi. Et aujourd'hui on se retrouve pour le 86e cycle d'investigation qui est de l'Académie Grifasi. Alors, c'est un protocole avec une partie fixe Mhm. et une partie un petit peu plus libre. Tu veux, voilà. Ludovic, parle-nous un petit peu de toi. Ok. En ce qui me concerne, je suis praticien en hypnose ericksonienne aussi et énergéticien. Access bar, magnétisme, Lao Chi, voilà. Et puis, j'ai plaisir à te retrouver pour expérimenter maintenant les enquêtes Grifasi et puis aller chercher des petites infos là où il faut. Super, bah, Ok. fantastique. Voilà, c'est Mhm. vrai que c'est amusant, hein. Yes, yes, yes. Alors, bien entendu, c'est amusant, mais il y a quand même du sérieux. Tu ne connais pas le sujet de l'enquête. Mhm. Alors, dès que tu es prêt, dès que tu es bien, on s'y met. Ok, je me mets un peu plus posé. Ok. Voilà. Alors, Ludovic, Yes. tu peux baisser un petit peu ton ordinateur si tu veux, histoire d'être beaucoup plus, voilà, tranquille. Ok. Parfait. Alors, je vais compter de 10 jusqu'à 1. Et à 1, tu seras complètement et parfaitement projeté dans cette atmosphère éthérique, dans l'ambiance hypnotique. Si tu vois quelque chose avant, tu peux m'arrêter, bien entendu. Si tu ressens quelque chose dans ton corps, tu peux Mhm. m'arrêter. Alors d'abord, je vais te demander, pour le 10, de prendre une bonne inspiration. C'est comme si elle expire toutes les tensions du corps. Tout ce qui n'a plus d'utilité pouvait être évacué de ton corps et de tes corps énergétiques. Tout ce qui ne sert à rien pour travailler sur ce sujet. À nouveau, encore une fois, une bonne inspiration, 9. Et c'est comme si le corps se détendait de plus en plus pendant que toutes les tensions s'évacuent, sortent de ton corps. 7. Tu peux commencer à moduler tes fréquences pour trouver le bon niveau, le niveau idéal pour toi, pour cette exploration, pour travailler sur ce sujet. 6. Le corps se détend de plus en plus et tu es de plus en plus projeté dans cette atmosphère hypnotique, dans cette ambiance éthérique. 5. C'est comme si les chiffres étaient comme des paliers, des marches d'escalier qui t'amenaient encore plus sûrement dans cet état. 4. 3. 2. Et 1. Ludovic subliminal. Comment est-ce que tu te sens? Relax. T'as envie d'élever tes fréquences, d'ouvrir un petit portail de très très haute fréquence? Ok, c'est parti. Voilà. Alors tu peux en profiter pour te plonger dedans. Je sais pas où ça t'amène. C'est certainement un endroit fantastique qui te permet de ressentir une joie toute particulière dans tout ton corps, dans chacune de tes cellules éthériques. Et plus tu es dans cette ambiance, plus tu peux te sentir de mieux en mieux, de plus en plus léger, joyeux. De plus en plus alerte et connecté. Je vais compter, mais pas tout de suite. Dis-moi quand t'es bien, quand tu veux qu'on commence. C'est ok pour moi. C'est C'est ok. ok pour toi. Mhm. Alors, je vais compter jusqu'à 3.
Et à 3, j'aimerais que tu te connectes au livre sacré de la religion islamique, le Coran. Quran. 1, 2 et 3. Ludovic subliminal. Quelles sont les informations que tu perçois et que tu visualises? Pour le moment, j'ai le livre devant moi. Livre vert en cuir et avec dorure. Alors pour l'instant, tu le vois, c'est un bon début. Dans cette atmosphère particulière, quelle ambiance éthérique, quel éther, toutes les questions que tu te poses peuvent trouver leur réponse. C'est comme si tu savais au fond de toi. Donc qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu visualises? Je visualise les écritures, les nombreuses pages noircies par les écritures. D'accord. Une certaine beauté, comme une certaine forme de souplesse par l'écriture, par comme aussi, je sais pas, une musicalité, quelque chose comme ça qui ressort. Très intéressant. Super. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient? Là, c'était juste ça, vraiment la partie esthétique, on va dire. Fantastique. Fantastique, fantastique. Alors, question numéro 2. Qui a écrit le Coran? Qu'est-ce qui te vient? Première chose, c'est Mahomet qui m'est venu. Ouais, Après, c'était les hommes. d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient? Non, pas d'autres infos pour moi. Ok. Selon ton ressenti, quel est l'objectif du Coran? Hmm, Partager des principes de vie avec une certaine sagesse. Ouais, dans le but d'éduquer. Super. Tu vois autre chose? Non, a priori, non. Ok, très très bien. Alors tu te souviens que dans l'éther, c'est toi l'être le plus puissant de ton espace, de ton énergie. Tu es au-delà de tout et de tous. On est d'accord avec ça? Ouais. Très bien. Tu es l'être suprême de cet espace. 4. La version actuelle utilisée est-elle celle d'origine? Remonte le temps depuis le moment où il a été écrit jusqu'au moment présent et dis-moi ce que tu captes. Euh, non, c'est la version actuelle, c'est pas la version d'origine. Euh, Tu perçois autre chose?
Ouais, j'ai plus dur, a priori, elle serait devenue plus dure que... Je sais pas, j'ai plus dur, je sais pas dans quel sens c'était. Alors à 3, tu sais dans quel sens c'est. Remonte la source de l'info. 1, 2, 3. Que avant c'était plus dur peut-être parce que ça aurait été difficile à comprendre ou à appréhender. Peut-être que c'était comme vulgarisé, peut-être qu'il y a eu des... C'est devenu plus terre à terre, peut-être. Très, À l'origine c'était plus... peut-être plus mystique. très, très bien. Il y a autre chose qui te vient? Euh, Ouais, qu'il y avait effectivement plus de... peut-être plus d'invisibles dans... à l'origine. Plus d'être supérieur dedans. D'accord. Alors je vais passer à la question suivante. S'il existe d'autres versions ou copies, pourquoi la version originale a-t-elle été modifiée? Elle aurait été trop perchée peut-être pour beaucoup. Elle aurait pas été prise au sérieux ou... Ouais, ça aurait été vraiment pour des personnes vraiment initiées ou des personnes ouais, qui étaient prêtes à croire dans des choses dans l'invisible vraiment Excellent. et, et qu'il fallait en faire quelque chose plus pour que ça parle aux gens, il fallait que ça passe à travers des hommes, que Ok, l'histoire passe à travers celle des hommes. super, très très bien. Pour quelle raison le texte sacré est transmis et récité par les musulmans mot à mot, lettre par lettre? Qu'est-ce que tu captes? Pour rester fidèle et respecter vraiment le sens du texte. Mais quoi qu'il arrive, voilà, on peut pas le percevoir exactement tel qu'il a été écrit. Et donc, à chaque époque, même si c'est respecté lettre à lettre, mot à mot, il y a une interprétation qui est faite par rapport à l'époque. Super. Tu perçois autre chose? Que a priori, c'est ok comme ça. Que qu'il doit justement pouvoir quelque part s'adapter. Et que les préceptes qui sont dedans, ils ont aussi cette possibilité d'évoluer. Et que ça ramène peut-être à la souplesse dont je parlais au début. Exactement. Très très bien. Alors, question 7.
La forme de récitation du texte sacré dans son respect morphologique et phonétique revêt une importance absolue. Pourquoi? Pour que ça puisse résonner en chacun de nous, pour que ça puisse faire vibrer. Voilà, il y a un vrai sens vibratoire dans les mots et dans ce qui est dit. Et comme on peut retrouver dans le home ou des choses comme ça au niveau indien, et ce qui fait que même s'il y a les mots ont un sens peut-être littéral, littéraire, tout ça, il y a aussi un message qui passe à travers leurs vibrations, à travers leur sonorité. Excellent. Excellent. Tu perçois autre chose? Ouais, cette notion que du coup ça va toucher en chacun de nous. Ça crée une vraie résonance en chacun de nous et que ça peut réveiller des choses vécues déjà ou enfin peut-être des cellules en nous, peut-être des sortes de cellules universelles ou des gènes qui peuvent être éveillés, enfin ou voilà activés un petit peu par ça. Enfin, peut-être pas, c'est pas activé, mais disons qu'ils vont ressentir ces résonances. Excellent. Excellent. Alors, toutes les sourates ou chapitres commencent par la basmala, c'est-à-dire la formule au nom de Dieu le compatissant, le miséricordieux. Que perçois-tu à propos de ça? Le but, c'est de rappeler que ce qui est dit est effectivement dit au nom de Dieu et enfin qu'il est. Ça nous rappelle que même si lui-même est compatissant et miséricordieux, ça doit être un exemple pour nous, ça doit être. C'est aussi une sorte de rappel que c'est l'attitude à suivre aussi pour pouvoir être dans le meilleur des rapports avec nos frères ou avec même tout être vivant que ça crée l'ouverture, voilà, l'ouverture pour écouter, comprendre tant que possible son prochain. Fantastique, je te remercie Ludo. Alors, pour les musulmans, la première sourate contient l'essence de leur livre et sert de prière. Observe un croyant le réciter et décris ce que tu perçois ou visualises. Alors, tu es dans l'espace éthérique. Dès que tu demandes quelqu'un qui a des conditions éthériques particulières. Alors, en fait, je t'ai pas entendu. Ça a fait le début de la question où ça a coupé, je pense. Alors, toutes les sourates... non, ça, c'est déjà une question que je t'ai déjà posée. Pour les musulmans, la première sourate contient l'essence de leur livre et sert de prière. Observe un croyant le réciter et décris ce que tu perçois ou visualises. C'est comme si tu pouvais jouer les espions psychiques. Observer un croyant qui est en train de prier.
C'est ouais, la porte d'entrée, le moment où ça permet de se poser, ça permet de se mettre au bon niveau de vibration. Peut-être quand tu passes tu vois, de, de bêta en alpha, quelque chose comme ça. Et ouais, c'est la porte d'entrée, la transition. Un peu comme quand tu me fais de 1 à 10 et... Quand je te mets en transe hypnotique. Ouais, il y a ce truc-là de... C'est le moment où d'un seul coup, ils vont pouvoir peut-être déposer leur barrière, peut-être, ou des choses comme ça, tu vois, et peut-être leurs croyances ou leurs limites, ou leurs croyances limitantes, je sais pas, mais il y a ce truc où ils seront plus disponibles. En tout cas, ils seront plus disponibles, ouais. Parfait. Tu perçois autre chose sur ce passage, cette porte? Ouais, ça crée aussi, physiquement, ça crée aussi quelque chose de l'ordre du relâchement. Super. Alors, question suivante. Quelle importance le chiffre 7 a-t-il pour le Coran? Connecte-toi avec les fréquences de ce nombre et rapporte ce que tu perçois ou visualises. J'ai 7 frères et sœurs qui sont... Est-ce que c'est par rapport à Mahomet peut-être ou... Alors à 4, tu as la réponse. Tu sais. 1, 2, 3 et 4. Qu'est-ce qui vient? Il y a ça et a priori, ouais, pour Mahomet et aussi cette... comme des êtres... peut-être des êtres de lumière ou cette... qui représenteraient des personnalités, des personnalités ou des questions, peut-être les questions qu'il faudrait se poser pour bien percevoir une situation, percevoir une question, pouvoir y répondre. Ok. Tu perçois autre chose? Non. Très très bien. Alors, question suivante. Pourquoi y a-t-il des références dans le Coran à d'autres mondes et à leurs formes de vie, y compris des créatures corporelles et des créatures énergétiques particulières? Parce que c'était une réalité quand ça a été écrit. C'était... Il n'y avait pas cette division telle qu'elle est
présente aujourd'hui. Division? Ouais, disons entre les dimensions, il y avait ouais, plus de contact ou plus de- entre la dimension terrestre et d'autres dimensions. Excellent. Tu perçois autre chose? Bah, ouais, c'est comme si je voyais des personnes un peu, tu vois, qui peuvent être un peu au-dessus je sais pas, dans le ciel, pas forcément très haut, mais qui sont, voilà, qui peuvent limite se déplacer comme ça, quoi. Mm. Ok, super. Alors je vais passer à la question suivante. Tu perçois autre chose sur le sujet? Non. Ok. Alors, selon le Coran, Allah a créé les anges et les djinns. Quelle est la différence entre les deux? Les anges, c'est ils peuvent, a priori, ils peuvent interférer sur des situations, ils peuvent créer peut-être permettre de créer des connexions, créer ouais, faire en sorte que telle ou telle rencontre se fasse et sans qu'on s'en rende vraiment compte. Sur les jeans, il y a plus le truc de comme si on les entendait, comme si c'était une petite voix qu'on avait en nous qui et comme si on gardait un peu on avait l'impression que ça venait de nous, quoi, plus. Ça crée cette chose-là, peut-être. Est-ce que tu Et perçois? Je t'écoute. Excuse-moi. ouais, ce que je perçois d'autre, c'est les anges, c'est vraiment dans un truc léger, alors que au niveau des djinns, ça peut être aussi peut-être plus sombre et plus. Ça peut aussi, comme si ça nous testait aussi dans. Voilà, que ça pouvait s'amuser un peu de nous, voir ce qu'on valait et, et nous tromper quelque part. D'accord. C'est un peu plus quelque chose de ouais, peut-être farceur, qui peut être farceur aussi dans un sens. Très bien. Très très bien. Question suivante. Pour la tradition islamique, le Coran est la collection complète des révélations faites par Dieu à Mohammed à travers l'archange Gabriel. Connecte-toi maintenant avec le prophète Mahomet et décode son ADN éthérique. Alors, est-ce que tu le vois? Là, normalement, on a parlé de lui. Tu dois pouvoir le voir quelque part. Peut-être même en face de toi. Hmm. Oui? Je ressens de la simplicité. euh,
Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Non, je vois comme... tu vois, comme une alvéole, quelque chose comme ça. Où ça? Comme si c'était ouais, quelque chose de très simple, tu vois, peut-être, je sais pas, comme si c'était son ADN, tu vois, mais qui était... Ouais, quelque chose d'assez simple. D'accord. Peut-être avec cette facette, justement. Alors, tu l'as regardé dans les yeux, ça t'a permis de décoder son ADN, et tu y vois de la simplicité. Est-ce que tu peux expliciter un petit peu plus cette facette? À quoi tu pensais? Ouais, ça fait la forme, genre, tu as des alvéoles et... Comme une alvéole, mais quand tu comptes les nombres de tags, ça fait, il y aurait 7 facettes avant que ça se referme. D'accord. Alors pourquoi ça t'est venu ça? À 3, tu sais. Un, 2 et 3. Hmm. Parce que ça représente son... Ouais, sa simplicité et peut-être sa façon d'être... sa composition. Et c'est un... J'y reviendrai après. Est-ce que tu as autre chose à me dire Mhm. sur le sujet? Non, je vois ouais, simplicité et, et comment dire, euh, studieux, vraiment très très à l'écoute de tout ce qui lui a été dit pour y être le plus fidèle. D'accord. Alors question suivante. Connecte-toi maintenant à l'archange Gabriel et décode son ADN éthérique. Alors maintenant, tu peux appeler l'archange Gabriel. Alors par contre, vérifie quand même que c'est lui. Observe-le, regarde-le dans les yeux et reconstitue son ADN, histoire d'être bien sûr que c'est l'archange Gabriel. Au besoin, tu peux même remonter le temps pour te connecter au moment où l'archange Gabriel a communiqué des révélations à Mohammed, histoire d'être bien sûr de parler au bon archange. Qu'est-ce que tu vois? Euh, je veux bien que tu me redises le... Alors, Je vois... En fait, j'ai un truc qui brille très fort comme une étoile ou comme une... Je ressens ça pour le moment, comme c'est quelque chose qui scintille très fort. et c'est l'archange Gabriel. Mhm. Au fond de toi, tu sais. Ouais, Alors ouais. maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu décodes son ADN. Alors, dans l'éther, en regardant un être dans les yeux, tu sais reconstituer son ADN d'origine. Tu as d'autres leviers aussi. Tu as la possibilité éventuellement de le toucher de la main et de pouvoir reconstituer. Tu sais au fond de toi. C'est quoi l'ADN éthérique de l'archange Gabriel? Oh, c'est... Ouais, comme... J'ai pas une... C'est une pépite.
Une pépite d'or, quoi, quelque chose qui est... Une lumière comme ça, quelque chose de... qui diffuse quelque chose de... c'est... Ouais, de très apaisant. D'accord. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu changes de perspective. Tu regardes cette situation sous différents angles, en faisant des mouvements de recul. Est-ce qu'il y a d'autres infos qui émergent? Non. Ok, très bien. Je passe à la question suivante. Mets-toi à l'écoute du mot Allah. Que perçois-tu ou que visualises-tu? Allah. Qu'est-ce que je perçois avec le nom Allah, c'est ça? Voilà. Quand tu es à l'écoute du mot Allah, qu'est-ce qui te vient? Il y a... il y a cette notion de réciprocité, enfin, que il est présent en nous et qu'on est présent en lui. Il y a cette notion-là. Euh, comme si c'était, tu vois, un miroir, un regard dans... Tu te regardais dans un miroir. C'était deux... Ouais, que c'était le reflet, l'un était le reflet de l'autre. Très bien. Tu perçois autre chose? Il y a d'autres infos qui te viennent? Non. Alors, si cela n'a pas encore émergé, maintenant, décode l'ADN éthérique d'Allah. Que ressens-tu à ce sujet? Tu vois quelque chose? Non. Alors, dans cet espace éthérique, il suffit juste de poser les questions et les réponses arrivent. Dans cet espace, tu es l'être suprême. C'est toi qui dirige et tout est soumis à ta loi, à ta voix. Dans cet espace, tu sais. C'est quoi l'ADN éthérique d'Allah quand tu le décodes? Ce serait la Terre. Ouais, c'est la Terre. Enfin, c'est le... C'est tout en fait, tu vois, c'est la Terre, mais enfin, et la Terre et ce qu'il y a dessus, quoi. Parce on en vient tous et du coup, c'est cet ensemble de la Terre et de tout ce qui est vivant. En fait, ouais, ça serait le vivant du coup. Le vivant? Ouais, le vivant. D'accord. Très très bien.
Alors, est-ce que tu peux redire, je voudrais pas t'influencer, mais à un moment donné, t'as dit quelque chose qui ressemble à on en revient au tout? Ouais, je recadre pas le truc. On C'est en pas vient grave. au tout. Ok, c'est pas grave. Tout va bien. Alors, là, on va continuer un petit peu sur l'expression libre, sauf si tu as quelque chose à ajouter sur la dernière question. Et l'ADN éthérique de Allah. Non, en tout cas, c'est vraiment ce truc du vivant et de ce qu'est vraiment la Terre et tout ce qu'elle englobe. Tu as des infos là-dessus? Sur ce qu'est vraiment la Terre et ce qu'elle englobe? Hmm. Bah, ouais, ce côté à la fois merveilleux et fragile en même si avec voilà, avec à la fois cette cette beauté, à la fois avec ses moments incontrôlés, avec ses moments de calme, avec voilà, où on est vraiment euh, à peu près tous sur ce mode de fonctionnement-là. Et voilà, c'est ça que j'ai. Ok, super, super. Alors maintenant, on va plus passer à l'exploration libre. Moi, il y a deux points que j'aimerais préciser un petit peu avec toi. Quand tu te connectes à l'ADN éthérique de Mahomet, tu as parlé de simplicité dans son ADN. Euh, Est-ce que tu es capable de voir à quelle espèce il appartient? Quelle espèce éthérique? Est-ce que tu sais reconnaître par exemple un ADN humanoïde ou autre? Normalement, tu le sais. Alors, en fait, ce qui m'est venu avec tout à l'heure, et c'est pour ça aussi que je parlais de l'alvéole, il y a eu ce truc d'abeille, mais qui m'est venu aussi à ce moment-là. J'avais les deux choses. Mais un peu comme si c'était l'un à côté de l'autre, ou voilà, t'avais là, ou peut-être que ce truc d'alvéole qui est sorti de l'abeille là. Mais j'ai eu, ça a été un peu les deux informations qui sont venues. Pour moi, il y avait une forme vivante qui était sous la forme de l'abeille et l'autre c'était je sais pas, la représentation graphique, on va dire. Très bien. Tu as des précisions en plus sur le sujet, sur ce sujet-là? Bah c'est ouais, après c'est sur justement le rôle qu'elle joue, tu vois, dans la nature, dans justement, tu vois, je sais pas où ça se rapproche avec cette notion d'unité peut-être dont j'ai parlé, que c'est l'abeille, c'est ce qui permet de faire un lien entre l'animal et le végétal, qui permet de, même s'il y a le vent qui peut permettre la pollinisation ou autre,
L'abeille, on sait qu'elle a, voilà, c'est un des rôles importants un rôle important qu'elle a à jouer, quoi, et qui crée effectivement ce lien entre le végétal, l'animal. Super. Alors, j'ai la même question, si tu veux bien, mais cette fois-ci avec l'archange Gabriel. Tu as parlé d'une pépite pour son ADN. Alors, souviens-toi que dans cet espace, c'est toi le plus puissant. Hein. Décode son ADN. À quelle espèce il appartient? Alors, je sais pas, du coup, ça serait tu serais sur une sorte du minéral, quoi, mais euh, ouais, quelque chose de minéral qui viendrait de la Terre aussi, justement, qui. Ouais, enfin, il y a cette idée de création, mais à partir d'or ou à partir d'or d'un minerai, quoi, enfin, du minéral. Super, super, super. Alors, bien. Quand on a parlé des mondes avec des créatures corporelles et des créatures énergétiques particulières, tu as dit que les liens, enfin, les barrières entre les dimensions étaient moindres à une époque, hein, ce qui faisait qu'on pouvait voir des êtres en train de flotter un petit peu dans l'air. Est-ce qu'on parle d'êtres incarnés ou d'êtres énergétiques? Qu'est-ce qui te vient? Moi, j'ai principalement des êtres incarnés. Euh, Peut-être tu peux avoir des êtres qui incarnent, disons qu'en tout cas, qui peuvent être même un peu vaporeux, mais, mais qui sont dans notre apparence. Qui ont notre apparence ou une autre? Ouais, la nôtre. La nôtre. Ok. Hmm. En tout cas, ouais, qui sont proches de la nôtre pour pouvoir justement être en communication, pour pouvoir. C'est pas Alors, forcément leur apparence pure, mais c'est l'apparence qu'ils ont pour qu'on puisse quand ils sont à notre contact. alors justement, recoupons, t'as un de ces êtres-là que tu visualises, recompose son ADN, recompose son apparence d'origine. Est-ce que tu peux le décrire? L'apparence d'origine, ouais, elle a pas vraiment de matière. C'est c'est du c'est comme une sorte de gaz ou comme une série d'atomes comme ça et qu'à un moment ils décident de réunir pour créer quelque chose, créer une forme, créer une que nous on va percevoir, mais ça me fait penser plutôt comme si c'était tu vois une nuée de mouches ou une nuée de poissons dans l'eau D'accord. qui D'accord, sont là d'accord. comme ça, qui à un moment voilà, qui avancent en groupe et à un moment tac, ils prennent une forme ou ils créent une matière pour ils se matérialisent quoi pendant un instant. Mais c'est pas leur
Alors là, on parlait de C'est l'apparence, mais en termes d'ADN, l'ADN Mhm. éthérique, qu'est-ce que ça dit sur son ADN éthérique? c'est de, c'est de l'invisible. Ok. Et cette aide que tu as en face de Ouais, toi? Oui. Mhm. Non, c'est de l'esprit, comme c'est un esprit où. Enfin, oui. Je dirais, ouais, une conscience. C'est une conscience. Il y a une conscience. Elle serait plutôt dans quelle catégorie cette conscience? Plutôt djinn ou plutôt ange? Euh, Là-dessus, c'est plutôt Jean. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur le sujet qui te paraissent pertinentes? Quelque chose qui te vient, qui serait susceptible d'éclairer peut-être à certains endroits cette enquête sur des sujets qui sont restés un petit peu sous silence. Et à 4, c'est comme si tu savais quoi dire. 1, 2, 3, 4. Il y a quelque chose qui vient, Ludo? Il y a l'universalité que c'est vraiment un texte qui est potentiellement enfin, qui peut résonner en chacun de nous si on a la si on a le je sais pas l'ouverture nécessaire si on est Alors si justement, on, si on met de côté les jugements, tout ça. alors justement, ce texte, l'idée c'est que c'est qu'il apporte certaines façons de vivre aux humains et leur apprend certaines façons de vivre. Alors, demande dans les terres une personne qui a ces qualités dont tu parles, hein, qui a vraiment ces qualités, toutes les qualités nécessaires justement pour toute cette ouverture d'esprit pour que vraiment ça agisse sur lui pleinement. Est-ce que tu as trouvé quelqu'un? Mmh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se présente? Ouais. Alors, ce que j'aimerais, c'est que tu aies une visu un petit peu grand angle de cette personne. Alors, ça sert à rien d'être indiscret, de trop en dire sur sa vie, mais de regarder, avoir un regard sur sa vie et voir qu'est-ce que ça amène dans sa vie. Ça amène de la joie et, euh, et de la paix. Cette personne que tu vois, elle a l'air joyeuse. Mmh. D'accord. Mmh. Ouais,
Être tranquille sur ce qui lui arrive, sur de la confiance, vraiment un sentiment de pouvoir avancer avec sérénité. Alors, quand tu dis tranquille sur ce qui lui arrive, qu'est-ce qui lui arrive de particulier? Quand tu disais tranquille sur ce qui lui arrive. C'est-à-dire que il n'y a pas de côté d'inquiétude sur ce qui va se passer le lendemain, sur ce qui va se passer plus tard. Et parce que c'est ce qui doit se passer, et qu'il saura l'accueillir. Et pareil que quoi qu'il arrive, s'il y a quelque chose qui arrive, il y a cette hauteur, pour accueillir les choses et dire ok, je prends ce qui me vient. Ok. Et qu'il y aura, et que ça sera, et que c'est ok comme ça, quoi. Ok. Très très bien. T'as quelque chose à ajouter, Ludo, sur le sujet? Tu veux revenir? Non, je crois pas. C'est ok pour moi. Ça va comme ça. T'es pas obligé de revenir tout de suite, hein. Tu peux retourner, élever un portail une porte de très très haute fréquence, aller y passer quelques petites vacances pépères, recharger tes énergies, faire le plein de tout ce qui va bien. Sinon, on commence la prochaine enquête. Non, je déconne, il n'y en a pas. Pas encore. Allez, on revient? Yes. Alors, tranquillement, je vais compter de 1 jusqu'à 5. Alors, à 5, tu seras complètement dans l'ici et maintenant. Parfaitement reposé, prêt à faire tout ce que tu as à faire. Parfaitement à l'aise dans tes énergies et dans ton corps. Alors, 1, tu te déconnectes de tout et de tous. De tout ce que tu as rencontré, de tous ceux que tu as rencontrés pendant cette enquête. Parfaitement déconnecté et totalement déconnecté. 2, c'est comme si tu pouvais sentir dans chacune de tes cellules une très bonne fréquence de joie qui prend tout l'espace et qui expulse hors de tes cellules tout ce qui est énergie basse fréquence. Comme si tu pouvais moduler tout ça jusqu'à ce que ce soit parfait et idéal pour toi, pour passer une très très bonne soirée. 3, tu es de plus en plus dans le corps et tu sens de plus en plus le corps confortablement. Tu reviens confortablement dans le corps, parfaitement à l'aise dans tes énergies. 4, de plus en plus présent dans l'ici et maintenant. Et 5, à ton rythme, reprendre possession de tout le corps, agréablement. Ça va, Ludovic? Comment tu te sens? Yes, bien, je suis de retour. Cool. C'est marrant de revenir là. Non, Yes. c'est cool. Yes. Alors, très bonne enquête, hein, je suis content encore. Je vais couper l'enregistrement et puis on papote. Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa.
Non che non si possa fare investigazione in ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è
quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%.
immaginate tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso.
l'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale, che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.